Je pense qu'il y a pas mal de pain points communs à toutes les entreprises qui essayent d'œuvrer dans le domaine de la data. La première chose, c'est déjà l'explosion de la demande en termes de reporting et de KPI. La deuxième chose, c'est un gros problème de latence dans ce que nous, on appelle le time to decision. L'idée, c'était de développer une approche industrielle pour pouvoir faire en sorte que ça soit plus rapide, plus efficace, plus standard. 70% du job, c'est préparer les données, préparer les data products pour pouvoir ensuite construire des choses intelligentes dessus. Du reporting, on va voir qu'ensuite, ça peut aller beaucoup plus loin vers de l'IA et autre chose. Aujourd'hui, je reçois Brahim, qui est un expert de la data et de l'IA, qui travaille dans le domaine depuis plus de 10 ans et qui est actuellement vice-président exécutif chez Kerus, le cabinet de conseil spécialisé sur la data et l'IA. Aujourd'hui, Brahim va nous faire une masterclass sur la mise en place d'une Data Analytics Factory. Hello Brahim, ça va? Salut Robin. Écoute, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Cet épisode est rendu possible par Kerus. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une Data Analytics Factory? C'est une structure organisationnelle, fonctionnelle et technique qui est dédiée à l'analytics, donc à la production de reporting et de KPI au départ. On verra que ça a un peu évolué. Et l'idée, c'est de construire ça de manière totalement industrialisée. Et dans quel contexte une entreprise elle a besoin de mettre en place une approche justement Data Analytics Factory? Et je pense qu'il y a pas mal de pain points qui vont être un peu communs à toutes les entreprises qui essayent d'œuvrer dans le domaine de la data. La première chose, c'est déjà l'explosion de la demande en termes de reporting et de KPI. C'est quelque chose qui est commun à toutes les grandes entreprises, on va dire. La deuxième chose, c'est un gros problème de latence dans ce que nous, on appelle le time to decision. C'est-à-dire, je suis un métier, j'ai besoin de prendre un certain nombre de décisions qui sont basées sur des données. Entre le moment où j'exprime ce besoin et le moment où j'obtiens la capacité à prendre cette décision, dans la plupart des boîtes que je connais, effectivement, c'est extrêmement long en fait, à mettre en œuvre. Donc l'idée, c'était de développer une approche industrielle pour pouvoir faire en sorte que ça soit plus rapide, plus efficace, plus standard. Et au passage, si possible, mettre à jour, ou en tout cas moderniser les infrastructures data existantes chez nos clients. On est parti super vite dans le vif du sujet. Claude, peut-être qu'on fasse un petit pas en arrière et que tu nous expliques, toi, comment tu t'es retrouvé à te spécialiser sur ce sujet de l'analytics et de la data plus globalement. J'ai un parcours un peu atypique. Moi, je suis un entrepreneur, en fait. À la base, à la fin de mes études à l'EPITA, j'ai cofondé une agence digitale avec Adrien Marchand, d'ailleurs, si tu m'écoutes. Cette agence digitale qui s'appelle Maesia continue d'exister aujourd'hui. On a travaillé sur un grand nombre de projets de transformation digitale assez importants pour des clients assez prestigieux. J'ai ressenti le besoin, effectivement, de changer un petit peu d'axe. Bon, voilà, j'ai fait un break d'1 an, je me suis un peu amusé, j'ai fait de l'humanitaire, je suis parti en Asie centrale. En rentrant, j'ai intégré TCS, Tata Consultancy Services, qui est une grosse SS2I indienne. Et j'ai tout de suite intégré de grands projets data parce que c'était l'avènement du big data à l'époque. Et donc, je suis tombé dedans et j'ai trouvé ça passionnant. Et je me suis rendu compte à quel point c'était hyper important. Juste avant Kerus, je suis passé par EY. Voilà, donc un cabinet plutôt de conseil. C'est bien parce que côté TCS, j'ai été vachement dans la soute, dans l'opérationnel, dans le delivery de projets data importants. Et puis après, je suis passé côté conseil chez EY, où là, j'étais plus dans la conception de nouveaux produits et de nouveaux services fortement basés sur de la data, de l'IA et de la blockchain aussi à l'époque. Et nous est venue l'idée avec mon associé d'aujourd'hui, en fait, Jonathan Morin, de créer un startup studio dans ce domaine-là. Donc, on s'est adossé au groupe Kerus pour créer Unicorns, qui est en fait le startup studio du groupe Kerus. Ça, c'était il y a 6 ans. Et donc, du coup, à force d'accompagner des startups dans ce domaine-là et d'être à fond dans cette innovation-là, j'ai pris plus de responsabilités au sein du groupe Kerus ensuite. Tu peux nous partager quelques chiffres business sur Kerus, je ne sais pas combien de collaborateurs, combien de clients, enfin, je sais pas ce qui peut être intéressant à partager. Kerus, c'est un historique de la data. On est connu un peu de tout le monde, de tous nos clients en France comme étant des spécialistes de la data. On a été créé en 96. En 28 ans, on va dire, d'existence, on est maintenant présent dans 27 pays. On a 3500 collaborateurs. On fait plus de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le monde. Excellent. Bon, revenons au sujet de la masterclass, donc sur la mise en place d'une Data Analytics Factory. Lorsqu'on s'est appelé, tu m'as parlé d'un framework dans lequel il y avait 4 grandes parties que vous préconisez justement de suivre pour mettre en place une Data Analytics Factory. Il y avait le pilotage, brique 1, les ressources experts, donc un peu l'organisation, les experts. Ensuite, les étapes de développement d'un projet. Et enfin, des accélérateurs. Je te propose qu'on fasse un passage sur chaque partie. Donc, le premier, c'est le pilotage. Alors, le pilotage, c'est extrêmement important. Donc, en fait, comment on le fait c'est un binôme, on va dire, DPCP, donc directeur de projet et chef de projet. En miroir, il y en a 2 côté Kerus et donc 2 côté client, d'accord, qui s'occupent en fait de piloter l'ensemble du système, en fait, l'ensemble du dispositif. C'est des personnes qui s'occupent déjà de travailler sur l'organisation des cérémonies. On fonctionne en agile avec du SAFe, donc c'est quelque chose qui est aujourd'hui assez connu et assez maîtrisé. Cette équipe de pilotage s'occupe de
d'organiser ce qu'on appelle les PI, donc les Product Increments. Donc, c'est des cycles, on va dire, entre 8 et 12 semaines dans lesquels on définit ce que l'on doit faire, quels sont les projets clients, on va dire, internes qui sont priorisés par rapport aux autres. On fait le bilan on va dire, du sprint précédent et puis on définit, on va dire, ce que va contenir le sprint suivant et comment on l'organise et comment on priorise les choses. Donc ça, c'est un organe de pilotage qui est extrêmement important. Il faut que ça soit hyper fluide. Si effectivement, il n'y a pas une communication hyper transparente sur comment ça fonctionne, ce qui va pas, il y a un risque important. C'est un organe probablement l'un des plus importants de la Data Factory, quoi. Et donc ensuite, la deuxième partie, c'est les ressources expertes. Bah là, en fait, on essaie d'organiser des squads qui soient le plus pluridisciplinaires possible, hein. Ça va du business analyst jusqu'au, on va dire, data engineer, analytics engineer, en passant par le data analyst, avec aussi une dose du UX UI. C'est hyper important parce que dans une data analytics factory, on a besoin d'avoir une forme de design authority qui est capable de faire en sorte que les reportings soient beaux, faciles d'usage et qui donne envie en fait au métier de pouvoir les développer. Donc on a un pool d'experts et donc on essaye effectivement de les faire travailler sous la forme de squad pour pouvoir répondre à différents besoins métiers, à différents projets qui sont initiés dans la Data Factory. Ça se divise comment un peu ces ressources justement? Pour une Data Analytics Factory mature, on va avoir combien de profils experts au global et un peu comment le gâteau va se splitter entre des profils analyse, data engineer, etc. Bah, je peux te prendre un exemple concret. On reprend un peu des principes du data mesh. Donc, on a des data domaines avec des data domain owners côté métier. Donc, on va dire des points de contact spécialistes de la data dans chacun des domaines métiers. Donc, ça, c'est nos points de contact dans chacun des métiers. De l'autre côté, on met à disposition une squad qui va être au contact du métier, donc pour analyser la demande, le besoin, le transformer effectivement en un projet qui va être intégré. Et donc, sur on va dire la composition des équipes, là je te parle du cas d'un grand leader de l'assurance européen chez qui on l'a mis en œuvre. Et très vite, on s'est rendu compte que 60-70% du job, c'est préparer les données, préparer les data products au sein du domaine métier pour pouvoir ensuite construire des choses intelligentes dessus. Du reporting, on va voir qu'ensuite ça peut aller beaucoup plus loin vers de l'IA et autre chose. Donc du coup, on va dire que 60% des équipes de la Data Factory sont maintenant des data engineers et des analytics engineers. Et on va dire que 30% des équipes sont plutôt des data analysts ou des data scientists qui vont être en mesure de pouvoir valoriser la donnée qui est préparée. Et 10% reste, on va dire, du pilotage, du data product owner, du chef de projet, etc., pour pouvoir permettre de piloter l'ensemble de ces équipes-là. Tu pourrais nous illustrer un projet type qui rentrerait dans un périmètre justement Data Analytics Factory? Je suppose qu'il y en a plein, mais ça pourra nous permettre peut-être de le filer par la suite et de le réutiliser pour mettre un peu en contexte. Il y a un exemple frappant en fait qui a fait qu'on a shifté d'une Data Analytics Factory à finalement une Data Factory. C'est dans le domaine de l'assurance et en particulier dans le domaine de l'épargne dans l'assurance. Donc il y a des gros besoins réglementaires. Donc il y a un organe on va dire étatique qui s'appelle la CPR, qui demande un certain nombre de reporting réglementaires très très pointus. Et dans le domaine de l'épargne, je prends un exemple très concret, c'est le KYC et l'AML. Donc en fait, c'est quoi? C'est Know Your Customer et l'anti-money laundering. Donc en fait, la lutte anti-blanchiment et le fait de bien connaître ses clients pour s'assurer que ce ne sont pas des gens qui essaient de blanchir de l'argent. D'accord? Et si tu n'es pas capable de fournir un reporting très précis sur tes clients, là tu te fais complètement shooter par la CPR. Donc il y a un besoin réglementaire très très fort. Et donc ça, c'est typiquement un axe de priorisation des projets dans la Data Factory qui est arrivé très très vite. Si c'est obligatoire et que c'est réglementaire, c'est urgent de le faire. Et donc c'est urgent de le faire bien. Donc tout est parti en fait d'un besoin de reporting réglementaire qui est remonté jusqu'au COMEX de l'organisation, qui n'était pas capable effectivement de produire ce reporting de manière efficace et à temps pour pouvoir répondre à ce besoin de cet organisme. Et donc du coup, très vite, on a shifté sur, mais en fait, pourquoi on n'arrive pas à produire ce reporting? C'est parce que nos data products sont pas bien définis et qu'on n'est pas capable effectivement d'avoir une donnée fiable. Donc très vite, on a shifté sur, tiens, on va s'occuper du domaine épargne. Dans le domaine épargne, on va s'occuper de ce problème de reporting réglementaire. Et donc très vite, on a commencé à construire un premier data product pour répondre à ce besoin-là. Et donc on voit bien le projet qui est parti de bout en bout. On est parti d'un besoin de reporting, puis on est redescendu sur les data products, puis on est redescendu sur de la donnée un peu primaire et sur des flux. Et donc, on s'est rendu compte qu'en fait, ce qu'on faisait, c'était une data factory et pas juste une data vis factory. Donc ça, c'est un projet assez emblématique. Aujourd'hui, ça permet de produire ce reporting de manière efficace et beaucoup plus rapide. On arrive sur la troisième brique, les étapes de développement d'un projet analytics. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? C'est quelque chose d'assez classique, hein. On n'a pas révolutionné le monde de la data. On doit sourcer les données, on doit les préparer, donc les mettre à disposition de manière un peu packagée sous forme de data product pour ensuite être en capacité de produire des outils de valorisation de la donnée, donc du reporting et de la KPI. Donc les trois grandes étapes, c'est du flux, du packaging et on va dire de la préparation de données et ensuite de la mise à disposition. Donc là, les trois grands outils qui sont utilisés pour faire ça, c'est du Snowflake, d'accord? Donc il y avait un projet de migration aussi de Cloudera vers Snowflake.
Dataiku pour la partie préparation des données, qui est utilisée un peu plus pour la data prep, et Power BI pour la valorisation sous forme de reporting et de KPI de l'autre côté. Ces 3 grandes étapes sont hyper importantes, donc chacune a un peu finalement ses outils à disposition. Et donc on a dû effectivement travailler à une forme d'industrialisation de cette approche du sourcing, de la prep et de la mise à disposition des données. Et on arrive sur la dernière couche du framework, à savoir les accélérateurs. Il y a besoin d'avoir effectivement un certain nombre d'accélérateurs pour faire en sorte que ça se passe bien. La première chose, c'est un bureau d'études. Donc en fait, quand tu prends le bureau d'études, c'est quoi? C'est l'équipe CP, DP, Data Product Owner et les tech leads qui vont recevoir le besoin du client et qui vont ensuite le spécifier sous la forme d'un projet réalisable, technique à mettre en œuvre. D'accord? Donc cette forme de bureau d'études, c'est un peu des gens qui sont censés écrire le backlog, quoi, de quoi on parle en fait. C'est le pré-cadrage un peu. Une forme de pré-cadrage. Ça permet effectivement, avant de pouvoir prioriser les projets, d'avoir des projets qui sont bien spécifiés, quoi, et qu'on soit en mesure en fait de pouvoir les comparer les uns aux autres. Et ensuite, ce bureau d'études est aussi en charge de prioriser les projets. Donc on les priorise sur plusieurs axes. Le premier axe, c'est la faisabilité. Est-ce qu'on n'est pas en train de rêver ou est-ce que c'est pas quelque chose qui est trop rocket science? Est-ce qu'on est capable de faire ce qu'on a envie de faire? Le deuxième, c'est quel est le bénéfice, bien sûr, métier, business. Est-ce que quelque part, on est capable de sentir une forme de ROI? Ou alors, il y a un dernier axe, dans l'assurance, c'est le domaine réglementaire. C'est obligatoire, il faut le faire. Il faut le faire de manière urgente parce qu'on est en retard. Et donc, du coup, ça nous permet un peu de prioriser les projets. Donc ça, c'est le bureau d'études. Le deuxième accélérateur, c'est la Design Authority. Donc en fait, c'est une sorte de capacité à standardiser plusieurs choses. Standardiser la façon dont on développe les rapports, la façon dont on développe un modèle, par exemple. Standardiser aussi l'usage des outils. Donc Dataiku, il est utilisé comme ça. Il faut qu'il soit utilisé comme ça. Les data products, en fait, ils sont normalisés de cette façon-là. Ils sont accessibles de cette manière-là. La donnée doit être cataloguée de cette façon-là. Donc, il y a une forme de normalisation des choses. Et aussi toute la partie templating. En fait, templating des rapports Power BI. Il n'y a rien de mieux qu'une sorte d'effet waouh à la fin quand tu te retrouves avec un reporting qui est beau, qu'on ait un standard d'entreprise sur la façon de présenter les données, qui fait que tout de suite, ça rend le truc vachement plus appealing. Et ça nous a permis d'avoir un sponsoring assez élevé chez notre client. Parce qu'en fait, on avait vraiment l'impression que ce qui sortait de cette Data Factory était hyper qualitatif, quoi. Et si on prend un peu de hauteur sur ce framework et plus globalement sur l'approche Data Analytics Factory, quels sont les challenges qu'on rencontre quand on met en place ce type d'approche? Il y en a plusieurs. Le premier, c'est celui de la promotion interne. Quand on passe d'un modèle où les métiers se sentent autonomes pour construire des reporting, ou à un modèle où on leur demande de passer par la Data Factory pour le faire, il faut que les métiers sentent vraiment le bénéfice de ça et qu'ils se disent vraiment, en fait, ça valait le coup que je le fasse pas moi-même dans mon coin en faisant une petite extraction de données, en faisant bosser mes petits data analystes dans mon coin. C'est quand même beaucoup plus qualitatif, beaucoup plus rapide et j'ai beaucoup plus confiance dans ce qui sort de la Data Factory que ce que j'aurais pu sortir moi-même. Et donc pour ça, c'est hyper important de bien choisir ses premiers projets, d'avoir des effets waouh, d'avoir un sponsor à métier, ou en tout cas un métier qui dit, mais en fait, ça cartonne ce truc, ça marche trop bien. Et donc la promotion interne, c'est le challenge numéro 1 pour pouvoir basculer d'un modèle finalement décentralisé, où tout le monde fait un peu ce qu'il veut, à un modèle centralisé, certes, mais beaucoup plus qualitatif et beaucoup plus efficace. Donc ça, c'est le premier challenge. Le deuxième challenge que l'on voit, c'est gérer cette peur de perte d'indépendance, quoi. Donc, il y a une forme de peur, en fait, de se dire, moi, tu sais, on a beaucoup de clients qui disent, moi, j'aime bien avoir mon petit data analyst à côté de moi. Je peux lui demander mes reporting tout le temps et il est dédié à moi, il ne fait ça que pour moi. J'ai peur que derrière, je vais pas être priorisé. Si j'ai un besoin, ça va pas sortir assez vite. Moi, je veux avoir ma capacité à faire moi-même les choses et les faire rapidement. Et donc ça, en fait, c'est un point sur lequel il faut lutter, hein. C'est un peu passer, on va dire, d'une assistance technique unitaire à une offre de service interne sur la data, capable de gérer les besoins de l'ensemble de l'entreprise. D'ailleurs, on voit beaucoup d'entreprises qui passent de l'un à l'autre, qui étaient décentralisées et effectivement, c'était un petit peu le chaos, on va dire, parfois, du coup, qui ont recentralisé et puis ensuite, parfois, qui redécentralisent dans une certaine mesure. Mais j'ai l'impression qu'on finit souvent sur un modèle un peu hybride où en fait, ça reste centralisé au sens managérial, c'est-à-dire que tu as quand même une entité qui est la BU Data, mais où à l'intérieur, justement, ils auront verticalisé pour en fait les raisons que tu viens d'évoquer, pour dire marketing, vous avez quand même des ressources qui sont validées pour l'année, vous n'allez pas devoir batailler à chaque projet pour avoir les gens qui travaillent sur vos projets. Et donc, tu as cette forme un peu hybride qui souvent finit par être la solution finale, quoi. Ouais, c'est clair. En fait, si tu reprends un peu l'histoire de la data, on a souvent navigué entre centralisation et décentralisation, tu vois. Et là, je trouve qu'on est dans une nouvelle vague que je vais pas appeler une vague de décentralisation, mais plutôt une vague de fédération. Parce qu'en fait, les choix sont pas manichéens, quoi.
Tu vas avoir des directions métiers qui sont hyper techniques, hyper autonomes. Tu prends dans l'assurance, par exemple, l'actuariat, c'est quand même des gens qui manipulent des données en permanence et qui font des maths, quoi. Donc, ils sont hyper fluents normalement en données et en calcul mathématiques. Mais du coup, tu as d'autres directions métiers qui ne le sont pas du tout. Et donc, en fait, si toi, tu dois mettre en place une organisation data, elle est forcément hybride. Être en capacité de fournir des services qui sont beaucoup plus intégrés, bout en bout, aux directions métiers qui ne sont pas autonomes, et lâcher parfois un peu la bride, définir les règles du jeu. C'est exactement ce que propose le data mesh. On définit les règles du jeu, on dit comment les données doivent être structurées et comment elles doivent être faites. Et ensuite, libre à vous de créer des data products dans votre data domaine, on va dire le domaine métier, mais de vous assurer ensuite qu'elles soient utilisées, efficaces, de qualité, etc. Donc je pense qu'en fait, il faut qu'on arrête d'être dans ce modèle manichéen, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais en fait, la vérité, elle est entre les deux, quoi. Est-ce que tu as des derniers conseils à partager sur ces sujets? J'en ai quelques-uns. Déjà, bien choisir ces premiers projets qu'on va intégrer dans la Data Factory, parce qu'il y a besoin d'avoir cet effet waouh. On a besoin d'avoir cette traction initiale. Donc, hyper important de bien choisir ces premiers projets. Le deuxième, c'est le sponsoring. Il faut qu'il soit le plus élevé possible. Ça, c'est hyper important parce que souvent, on a besoin d'asseoir une forme de design authority. Donc, on a besoin que ça vienne d'en haut, en quelque sorte. Après, sur les deux autres conseils que je pourrais donner, c'est faut pas faire ça by the book, quoi. On n'est pas là pour faire un data mesh by the book parce que en fait, il faut souvent s'adapter à la structure de l'organisation que tu as en face de toi. Et quand bien même on a une vision, pour la mettre en pratique, c'est un long chemin, quoi. C'est un long chemin organisationnel en termes de process, un long chemin technique et technologique parce que ça vient aussi en concurrence avec d'autres projets data qui existent dans l'organisation. On veut mettre en place une data gouv, on veut migrer d'un Cloudera vers un Snowflake. Il faut vraiment s'adapter à ce qui se passe et se dire qu'il faut que ça prenne du temps et qu'on prenne le temps de le faire. Et donc ça, c'est un point hyper important. Et finalement, une très bonne maîtrise du stack. On ne veut pas être des donneurs de leçons qui ne maîtrisent pas leur sujet. Donc en fait, il fallait qu'on ait de très bons experts tech lead sur l'ensemble des outils de la stack. Oui, ça m'y a fait penser quand tu parlais tout à l'heure un peu de la vision. Tu as ton data analyst tout seul à côté de toi versus avoir une offre de service centralisée. C'est que je pense qu'en fait aussi ça vient avec des standards très hauts de qualité sur les livrables qui vont être fournis et sur l'expertise, etc. Et c'est ça aussi au-delà de la promotion et de tout ce que tu as évoqué qui vont faire qu'au bout d'un moment ils vont se dire ok, ça vaut le coup d'attendre un peu plus ou de rentrer dans les process qui sont proposés, etc. Dernière question pour conclure, est-ce que tu peux nous synthétiser les quelques avantages de la mise en place d'une approche Data Analytics Factory? Déjà, c'est cette forme de maîtrise des compétences et centralisation de la maîtrise de ces ressources, c'est quelque chose qui a été extrêmement bénéfique parce qu'en fait, on capitalise énormément en ayant centralisé. Donc, on capitalise effectivement des méthodes, des ressources, de l'expertise. Et donc, en fait, on est capable de construire une machine qui est de plus en plus industrielle. En quelques chiffres, en 2024, c'est 43 projets, quoi. Avec aujourd'hui 18 personnes qui bossent dans cette Data Factory et une note de satisfaction, on va dire, client interne de 9 sur 10. On voit bien le bénéfice, c'est que le time to decision dont je parlais au début, il est extrêmement rapide aujourd'hui. Là, tu l'illustres sur le grand client de l'assurance dont on parlait tout à l'heure. Excellent. Exactement. Et ensuite, c'est une bien meilleure connaissance des données. Maintenant, les data products commencent à s'accumuler, on commence à bien les maîtriser. Donc, en fait, on est capable de savoir où est-ce qu'on va trouver telle data ou telle data. Donc, finalement, il y a une forme de master data management au sens propre du terme. Il y a aussi une rationalisation des coûts qui est évidente. On est capable effectivement d'être beaucoup plus efficace et donc on est capable effectivement de faire quelques économies là-dessus. Là, comme on est dans le contexte de l'assurance, la conformité réglementaire est de plus en plus efficace. Et donc ça, c'est un point qui est non négligeable parce que quand tu vois le montant des amendes que sont capables de prendre les différents acteurs dans ce domaine, ça peut vite se chiffrer. Et puis voilà, maintenant, on réfléchit à l'évolutivité et probablement à apporter de l'innovation parce qu'on a beaucoup parlé de data analytics. Mais demain, on va pouvoir aller beaucoup plus sur de l'IA. Quand tu maîtrises bien, on va dire, tes cas d'usage descriptifs, tu peux aller sur du prédictif, du prescriptif, voire même demain du cognitif. Et donc là, on a beaucoup d'espoir dans cette capacité à aller sur ces sujets-là. Ça, j'aime beaucoup cette vision parce que c'est vrai qu'on parle souvent de la data gouvernance, des fondations qui sont indispensables pour accélérer sur les projets IA. Et je pense que parfois, il y a un peu de flou sur ce sujet. Et en fait, pour en avoir parlé avec beaucoup d'entreprises, pour le simplifier, si tu es très bon pour ta gouvernance, pour les use case analytics, la préparation des données, le lineage, la documentation, la CI/CD, etc., en fait, tu es en place pour l'accélération de l'IA. Il y aura bien entendu d'autres éléments, peut-être quelques nouveaux outils à maîtriser, c'est évident, des nouvelles expertises à développer. Mais sur la partie vraiment gouvernance data pure, en fait, tu as une grosse partie du chemin qui est faite. Écoute, Brahim, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs?
J'en ai une. En fait, on a écrit un livre blanc qui retrace un petit peu ce qu'on vient de se dire sur la mise en place d'une data factory dans les différentes organisations. Donc, c'est un document assez riche qui explique un petit peu l'ensemble des phases en fait par lesquelles on est passé. Donc on retrouve notamment les 4 parties, le framework dont on a parlé, les conseils, etc. Nickel. Bah écoute, je mets ça en description, comme d'habitude. Est-ce que tu as une autre ressource peut-être à Ouais, partager? alors, tu vois, sur tout ce dont on vient de parler sur la partie mise en œuvre d'un data mesh dans une entreprise, on voit bien que c'est un concept qui a encore besoin de gagner en maturité. Si aujourd'hui, il y a bien dans ce concept data mesh un truc qui est important, c'est le data product. Et en fait, il y a un site sur lequel je suis tombé récemment qui s'appelle datamesharchitecture.com et c'est des mecs qui veulent quelque part standardiser l'approche data mesh. Donc en fait, ils ont créé plein d'assets méthodologiques que j'aime beaucoup et qu'on est en train un peu de s'approprier, j'avoue, chez Kairos, pour en fait les inclure dans notre méthodologie. C'est comment tu définis un data product, comment tu définis un data contract. Ça va d'un Canva jusqu'à un YAML en fait qui décrit un data product. Il y a même en fait comment tu le mettras en place sur les différents stacks modernes, comment tu peux le mettre en place chez Microsoft, ou alors sur des stacks best of breed avec Snowflake, DBT ou Databricks. Et donc, je trouve ça super. Donc, c'est assez riche d'enseignements. Excellent, bah, je le mettrai en description également. Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Bah, moi, le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est d'être authentique. D'accord. En fait, je pense que si tu fais preuve d'honnêteté, que tu es toi-même, que tu n'essaies pas d'être quelqu'un d'autre, finalement, les choses deviennent tout de suite beaucoup plus naturelles. Bah, si on est passionné par ce qu'on fait, l'inspiration vient toute seule. On a cette curiosité technologique qui est permanente, qui fait qu'en fait, on est capable effectivement d'emmener dans son sillage un certain nombre de personnes. Et donc moi, c'est ce que j'aime le plus, c'est en fait de pouvoir inspirer mes collaborateurs, de les voir en fait grandir, d'avoir cette curiosité naturelle. C'est le conseil qui m'a été aujourd'hui le plus bénéfique et c'est ce qui a aujourd'hui fait qui je suis dans ma carrière. J'ai toujours été quelqu'un d'authentique, j'ai jamais été tenté d'être quelqu'un d'autre en fait. Et donc c'est comme ça que j'aime bien développer ma carrière et développer en fait les personnes qui sont autour de moi. Bah écoute, ça sent en tout cas. Justement, en parlant de passion, de passionné, s'il y a quelqu'un dans l'audience qui souhaite échanger avec toi sur le sujet spécifique de la Data Analytics Factory ou plus largement sur la data, comment ça se passe? Bah écoute, je te propose de donner mon LinkedIn, mon email. Je suis quelqu'un de très accessible, il n'y a aucun problème. Donc j'invite tout le monde à me contacter directement en fait. Bah écoute, on mettra ça en description. Et on arrive sur la fin. Bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps d'être venu nous partager cette masterclass sur la mise en place d'une Data Analytics Factory. Dites-nous dans l'audience ce que vous en avez pensé. Mettez-nous un petit commentaire si cette masterclass vous a plu. N'hésitez pas aussi à venir commenter les posts LinkedIn qu'on fera avec Brahim pour diffuser cet épisode. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Merci Brahim. Merci Romain, salut. Pour ceux que ça intéresse, je partage chaque jeudi via la newsletter DataGen un mail avec un zoom sur les éléments clés de l'épisode et la ressource recommandée par l'invité. Il se lit en 3 minutes. Je vous mets le lien pour s'inscrire en description.